Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration de l'histoire assez incroyable de l'hypnose. Absolument. On va s'appuyer sur des travaux universitaires, des synthèses, pour essayer de comprendre comment tout ça a évolué. C'est ça. Des rituels anciens jusqu'aux neurosciences d'aujourd'hui. On va essayer de dénicher ce qui éclaire la pratique actuelle. Accrochez-vous, c'est un voyage. Surprenant. Oui, un voyage à travers les âges pour une pratique qui a toujours un peu oscillé entre magie perçue et vraie science. On va suivre les idées, les techniques. Du fameux fluide à la suggestion jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui avec l'imagerie du cerveau. L'idée, c'est d'en tirer des points clés pour maintenant. Alors, les toutes premières traces, ça remonte à quand en fait? Mais c'est difficile à dater précisément, mais on a des indices très anciens. Comme les gravures préhistoriques, j'ai lu quelque chose sur la grotte des Trois Frères. Exactement. Des scènes qui suggèrent, disons, des états modifiés de conscience, et puis, de manière plus claire, les trans chamaniques, Ah oui, chez les Samis et les Mongols. ou les Amérindiens. Ils utilisaient des tambours, la danse, pour focaliser l'attention, créer une dissociation, Dissocier la douleur, par exemple. tout à fait, et augmenter la suggestibilité. Il y a cette anecdote assez dingue du chaman cri au 19e siècle. Qui se transperçait sans douleur apparente. C'est ça. Sans douleur et sans laisser de traces visibles. Un exemple frappant d'analgésie par dissociation. Impressionnant. Et on retrouve ça structuré ailleurs. Oui, dans les fameux temples du sommeil en Égypte ancienne, avec Imhotep, puis en Grèce. Les asclépiés, Signon. Précisément. Le rituel central, c'était l'encoémisis, une sorte d'incubation. Comment ça marchait en gros? Purification, puis on dormait dans le temple en espérant un rêve, un message du dieu Asclépios pour guérir. Et ça fonctionnait? Il y a des exemples? Il y a des inscriptions, comme celle d'Ambrosia, qui était muette. Elle rêve qu'Asclépios lui demande de crier « Fumé » et hop, elle retrouve la parole. Incroyable. Et aujourd'hui, comment on analyse ça? Les neurosciences y voient un mélange, effet placebo bien sûr, mais aussi relaxation très profonde, et puis une sorte de réévaluation cognitive. Le cadre aidait beaucoup. D'accord. Faisons un saut dans le temps. Le XVIIIe siècle. Mesmer. Ah, Mesmer et son magnétisme animal, une figure incontournable. Il parlait d'un fluide, c'est ça? Oui, un fluide universel qu'il pensait pouvoir manipuler pour guérir. Ses séances à Paris étaient spectaculaires. Autour du baquet? Exactement. Le baquet collectif où les gens entraient en crise magnétique, convulsions, rires, tout un spectacle. Il y a aussi l'histoire de l'arbre magnétisé, non? Oui, à Montmorency, pour soulager les villageois à distance. Bon, Mais la science a mis son nez là-dedans. la commission Franklin, 784. Et là, coup de tonnerre. La conclusion est sans appel. Pas de fluide, c'est l'imagination qui fait tout le travail. C'est énorme comme conclusion. La naissance du concept de placebo, en quelque sorte. En plein ça. La première validation scientifique de la puissance de l'esprit sur le corps. Un vrai tournant. Et après Mesmer. Ses élèves ont continué. Oui. Et avec des découvertes majeures. Son élève, le marquis de Puységur, par exemple. Qu'est-ce qu'il a découvert? En magnétisant son paysan Victor Ras, il n'obtient pas de crise, mais un état très calme de somnambulisme magnétique. Ah, différent de Mesmer. Conviction du sujet. Son fameux dormez, Et Hénin du Cuvilliers introduit les mots. hypnose et suggestion. On ancre l'approche dans le psychologique, on s'éloigne du fluide. Et la science continue d'avancer, James Braid, au XIXe siècle. Oui, 1843, le chirurgien écossais James Braid. C'est lui qui forge le mot hypnotisme pour parler de sommeil nerveux. Il observait un artiste de spectacle, c'est ça? Oui, un type qui fixait une lumière. Braid y voit une explication physiologique. La fatigue des yeux, une inhibition du cortex par la fixation. Intéressant. Et pendant ce temps, en Inde, James Esdale, un autre chirurgien écossais, réalisait des centaines d'opérations majeures sous mesmeric coma, sous hypnose quoi. Bien avant l'anesthésie chimique, avec succès. avec des taux de survie étonnamment bons pour l'époque. Ça montre le potentiel analgésique. Et ça nous mène à une fameuse querelle, en France cette fois. Ah oui, la grande bataille. Charcot à la Salpêtrière contre Bernheim à Nancy. Deux écoles, deux visions, tout à fait. Pour Charcot, l'hypnose, c'est un peu un symptôme d'hystérie, quelque chose de pathologique. Il faisait des démonstrations assez théâtrales. Alors que Bernheim a Nancy, Lui, il dit « Non, l'hypnose, c'est juste un effet de la suggestion. C'est un état naturel, accessible à beaucoup de gens et très utile en thérapie. et qui a eu raison, historiquement? » C'est clairement la vision de Nancy, centrée sur la suggestion qui a gagné et qui influence encore massivement l'hypnothérapie aujourd'hui. La suggestion devient vraiment centrale. D'accord, alors, XXe siècle, ça bouge encore beaucoup. Énormément. C'est la diversification. Freud, par exemple, utilise l'hypnose au début de sa carrière.
Mais il l'abandonne, non? Oui, il trouve que ça bute sur les résistances des patients et préfère développer la psychanalyse. Et d'autres figures émergent? Oh oui, Dave Hellman par exemple. Il vient du monde du spectacle, de la radio. Et il développe quoi? Des inductions ultra rapides, moins de 3 minutes. L'idée, c'est de contourner le facteur critique, cette partie de l'esprit qui analyse, qui doute. Comment? Par l'imagination, de manière assez directe. Son approche, l'hypnose hellmanienne, est toujours très utilisée, notamment en anesthésie. Et puis, il y a le géant, Milton Erickson. Ah, Erickson. Lui, il révolutionne tout. Il propose une hypnose beaucoup moins directive, plus conversationnelle. Il utilise des métaphores? Oui, des métaphores, le langage même du patient, ses propres ressources, une approche très respectueuse, très individualisée. L'anecdote dit qu'il a beaucoup appris en observant ses sœurs pendant sa propre maladie, sa polio. C'est exact. Ça a aiguisé son sens incroyable de l'observation, notamment du non-verbal. Et n'oublions pas Émile Coué et sa méthode d'autosuggestion. Tous les jours, à tout point de vue? Je vais de mieux en mieux. Exactement. La puissance de l'autosuggestion positive. Et au niveau plus théorique, recherche. Le XXe siècle voit aussi des gens comme Pierre Janet explorer la dissociation ou Ernest Hilgard développer les échelles de susceptibilité hypnotique. Et plus récemment? On a des pionniers comme Marie-Elisabeth Feymonville en Belgique qui a vraiment développé l'hypnosédation pour la chirurgie. Et elle a utilisé l'imagerie cérébrale? Oui, l'IRM fonctionnel, l'EEG, pour montrer concrètement comment l'hypnose agit sur le cerveau. Comment elle module les réseaux de l'attention, de la douleur. Donc on a des preuves neurobiologiques maintenant? Absolument. Et la recherche continue, par exemple, sur les liens entre hypnose et mémoire, avec des chercheurs comme Amanda Barnier. Aujourd'hui, l'hypnose est reconnue officiellement pour certaines indications. Comme la douleur chronique? Le syndrome de l'intestin irritable, Oui, la Haute Autorité de Santé en France, le NICE au Royaume-Uni, valide son efficacité pour ces troubles. Elle intègre même la réalité virtuelle, les applis mobiles. c'est fou ce parcours. De la transe sacrée et presque magique à l'outil thérapeutique validé par IRMF et utilisé en bloc opératoire. En passant par les fluides, les querelles scientifiques, des personnages incroyables. Le fil conducteur, on le voit bien, c'est quand même cette capacité de l'esprit, via la suggestion, l'attention, à influencer notre corps, notre vécu. Tout à fait. Et toute cette histoire, au fond, elle nous interroge, non? Sur notre propre plasticité mentale. C'est-à-dire, Sur cette capacité qu'on a tous, peut-être un peu endormie, à moduler notre expérience, notre douleur, notre bien-être, juste par la force de notre attention dirigée, de nos croyances. une piste de réflexion sur le potentiel qui sommeille en nous alors. Exactement. Une invitation à explorer ça, peut-être.